J'ai entendu les mots. Je les ai entendus de mes propres oreilles, à travers la moustiquaire de la cuisine ouverte. Le son portait si clairement dans l'air tiède de ce dimanche après-midi. Le grésillement des saucisses sur le barbecue, le rire aigu des petits-enfants qui couraient après un ballon, le cliquetis des glaçons dans un verre. Et puis, la voix de mon fils, Marc. Une voix lasse, un peu géniarde, que je connaissais si bien. On ne peut pas la laisser seule, mais honnêtement, Isabelle. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'elle? Un court silence. J'ai imaginé ma belle-fille haussant les épaules, son geste habituel pour signifier l'exaspération. J'imaginais le petit plissement de son nez parfaitement poudré. Je ne sais pas, chérie. Mais elle ralentit tout. Tu as vu le temps qu'il a fallu pour qu'elle monte les 3 marches du perron? Et puis, il faut toujours répéter. Je crois qu'elle n'entend plus très bien. Elle entend très bien quand ça l'arrange, a rétorqué Marc. Et puis, la phrase. La phrase qui a tout arrêté. Le temps, mon souffle, les battements de mon cœur. De toute façon, elle ne sert plus à grand-chose. C'est juste une présence. Une présence. Le mot flottait dans l'air, suspendu comme une bulle de savon iridescente et vide. Juste derrière, le petit rire d'Isabelle, sec et cassant comme une brindille morte. Une présence qui coûte cher en temps. Et en patience. Je n'ai pas bougé de mon fauteuil en osier, sur la terrasse. Le soleil filtrait à travers les feuilles du grand chêne, dessinant des taches de lumière dansante sur mes mains posées sur mes genoux. Mes mains n'ont pas tremblé. Pas encore. J'ai continué à sourire vaguement en direction du jardin, comme si j'étais absorbée par la course effrénée de ma petite fille, Léa. Personne ne m'avait adressé la parole depuis près d'1 heure. J'étais une plante en pot, un meuble familier qu'on déplace au besoin. Une présence. Le froid a commencé à s'insinuer en moi, un froid qui n'avait rien à voir avec la brise légère qui se levait. C'était un froid ancien, un froid de crypte. Le froid de la solitude au milieu d'une foule. Le froid de la compréhension finale. Ce n'était pas de la méchanceté délibérée. C'était pire. C'était de l'indifférence pure, factuelle. J'étais un problème logistique. Une case à cocher sur leur liste de tâches hebdomadaires. Passer prendre maman. Ne pas oublier de ramener maman. Je me suis souvenu de tous les dimanches. Des décennies de dimanches. Les poulets rôtis que je préparais, la maison embaumant le thym et le romarin. Les tartes aux pommes dont la croûte était, selon mon défunt mari, une merveille architecturale. Les pulls que je tricotais pour les enfants, des pulls qu'ils portaient une fois pour la photo de Noël avant de les reléguer au fond d'un tiroir parce qu'ils grattaient un peu. J'avais servi. J'avais été utile. J'avais été le pilier silencieux, la gardienne des traditions, la mémoire de la famille. Et maintenant que mes mains étaient nouées par l'arthrose et que ma démarche était plus lente, mon utilité avait une date de péremption. Elle était passée. J'étais périmée. Le repas s'est terminé. J'ai mangé un peu de salade de pommes de terre, j'ai refusé le gâteau au chocolat, trop lourd. J'ai répondu par des hochements de tête aux quelques questions qu'on m'a posées. Ça va, maman? Pas trop fatiguée. Des questions qui n'attendaient pas de réponse. Des formalités. Quand Marc m'a ramené à la maison, le silence dans la voiture était épais. Il a allumé la radio, une musique pop sans âme qui a rempli l'espace. Il ne m'a pas regardé une seule fois. En me déposant devant ma porte, il est resté au volant. Je ne monte pas, je suis crevée. On s'appelle dans la semaine, d'accord? D'accord, ai-je murmuré. Il n'a pas attendu que je sois entrée pour démarrer. J'ai entendu le crissement des pneus sur le gravier alors que je cherchais mes clés. La porte s'est refermée derrière moi sur le silence de ma propre maison. Un silence que j'avais toujours trouvé apaisant, mais qui, ce soir-là, était assourdissant. L'odeur familière de cire d'abeille et de vieux livres me semblait soudain être l'odeur d'un mausolée. Le tic-tac régulier de l'horloge de mon grand-père dans le couloir scandait les secondes de ma vie inutile. Tic, tac. Une présence. Tic, tac. Ne sert plus à grand-chose. Je suis restée un long moment dans l'entrée, mon sac à main encore à mon bras, mon gilet sur les épaules. Je regardais la maison. Cette maison où j'avais élevé mon fils. Où j'avais aimé mon mari. Où chaque objet racontait une histoire. Le petit accroc sur le tapis, c'était Marc avec son premier tricycle. La tache pâle sur le papier peint, c'était une bataille d'eau un été trop chaud. Des histoires que plus personne ne voulait entendre. Des histoires qui n'avaient de valeur que pour moi. Je me suis dirigée lentement vers la cuisine. La mienne. Impeccable. Le plan de travail en marbre, froid sous mes doigts. J'ai ouvert le placard et j'ai sorti la théière. Pas la grande théière en porcelaine pour les invités. J'ai sorti la petite,
celle en terre cuite, juste assez grande pour une seule tasse. Un cadeau d'une amie disparue depuis longtemps. Pour tes moments à toi, avait-elle dit. J'ai fait bouillir l'eau. J'ai mesuré le thé noir, des feuilles entières qui sentaient la fumée et la terre. J'ai exécuté les gestes de toujours, mais pour la première fois, ils avaient une signification différente. Ce n'était pas une habitude. C'était un rituel de reconquête. Je ne préparais pas le thé pour attendre quelqu'un, pour combler le silence, pour me donner une contenance. Je préparais une tasse de thé pour moi. Parce que j'en avais envie. J'ai attendu les 4 minutes réglementaires en regardant la vapeur s'échapper du bec. La clarté est venue comme ça. Sans crier gare. Ce n'était pas une vague de colère, ni une marée de chagrin. C'était une chose calme et froide. Une décision. Une pierre parfaitement lisse qui se dépose au fond d'un lac et qui attend que les ondes à la surface se calment. Ils avaient raison. Je ne leur servais plus à grand-chose. J'avais passé ma vie à être utile. Une bonne épouse, une bonne mère, une bonne grand-mère. Mon identité s'était construite sur cette utilité. Et maintenant qu'elle avait disparu, que restait-il? J'ai versé le thé dans ma tasse préférée, celle avec un léger éclat sur le bord. La chaleur s'est propagée dans mes mains. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même table où Marc avait fait ses devoirs pendant des années. Que restait-il? Moi. Il restait moi. Helene. Une femme de 78 ans. Une veuve. Une lectrice. Une amatrice de thé noir et de musique classique. Une femme qui aimait le silence de sa maison et la lumière du matin dans son jardin. Une personne. Pas une fonction. Pas une présence. Une personne. Et cette personne avait des ressources. Mon mari, Robert, avait été un homme prudent. Il m'avait laissé à l'abri du besoin. Plus qu'à l'abri. Il y avait la maison, bien sûr. Entièrement payée. Et il y avait les placements, les économies. Une petite fortune, comme il aimait à le dire en plaisantant. Une fortune destinée, dans l'ordre naturel des choses, à notre fils unique. Marc. L'ordre naturel des choses. J'ai bu une gorgée de thé. Il était fort, un peu amer. Parfait. L'ordre naturel des choses venait de se briser. Pas par moi. Par eux. Ils avaient redéfini notre relation. Ils m'avaient assigné un nouveau rôle, celui de l'objet encombrant. Du fardeau. Très bien. J'acceptais ce nouveau rôle. Et j'allais agir en conséquence. Un objet n'a pas d'obligation. Un fardeau n'a pas de dette de cœur. J'ai fini mon thé, lentement. J'ai rincé la tasse et la théière et je les ai posées sur l'égouttoir. Puis, je suis allée dans le salon. J'ai ouvert le tiroir du secrétaire de Robert. À l'intérieur, sous une pile de vieux relevés bancaires, il y avait un carnet d'adresses en cuir noir. Je l'ai ouvert. Les pages sentaient le papier jauni et la poussière. J'ai tourné les pages jusqu'à la lettre N, notaire. Le nom était là. Maître Dubois. Le fils du notaire de mon mari. L'écriture de Robert était ferme, un peu penchée. J'ai regardé le numéro de téléphone. Il était trop tard pour appeler ce soir. Mais demain matin. Demain matin serait le premier jour du reste de ma vie. Une vie où je ne servirais plus à rien. Sauf à moi-même. Et cette idée, au lieu de me terrifier, m'a empli d'une paix profonde, inconnue. La paix de la page blanche. La paix de la liberté. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil. C'était une habitude. Mais ce matin-là, le silence n'était pas lourd. Il était plein de promesses. J'ai fait mon lit avec un soin méticuleux, en lissant les draps frais. J'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air frais de l'aube. L'odeur du chèvrefeuille de mon jardin a rempli la chambre. J'ai pris mon petit déjeuner sur la terrasse, en regardant le ciel passer du gris perle au rose tendre. Une tranche de pain complet, un peu de confiture de coin maison. Et une tasse de thé noir. Je prenais mon temps. Il n'y avait aucune urgence. Le monde pouvait attendre. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas d'horaire imposé par les besoins des autres. Pas de repas à préparer pour midi au cas où Marc passerait. Pas de lessive à faire pour les vêtements que les petits-enfants oubliaient. Mon temps m'appartenait. À 9 heures précises, j'ai composé le numéro de Maître Dubois. Ma main ne tremblait pas. Ma voix, quand j'ai parlé à la secrétaire, était claire et posée. Bonjour, je suis Hélène Garnier, la veuve de Robert Garnier. Je souhaiterais prendre rendez-vous avec Maître Dubois. C'est au sujet de mon testament. Il y a eu une courte pause. Bien sûr, Madame Garnier. Un instant, je consulte son agenda. Il pourrait vous recevoir jeudi à 14 heures. Cela vous conviendrait? Ce sera parfait. Merci.
J'ai raccroché. C'était fait. La première étape. Le simple fait de prendre ce rendez-vous avait solidifié ma décision. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. En attendant jeudi, j'ai commencé à mettre de l'ordre. Pas seulement dans mes papiers. Dans ma vie. Je suis allée au salon et j'ai décroché la grande photo de famille qui trônait au-dessus de la cheminée. C'était une photo de Noël, prise 2 ans plus tôt. Nous portions tous des pulls ridicules avec des rennes. Marc avait l'air impatient, Isabelle forçait un sourire, les enfants étaient déjà fatigués de la journée. Seul mon visage, au milieu, semblait sincèrement heureux. Heureuse d'être entourée des miens. Quelle idiote j'avais été. J'ai regardé mon propre visage souriant. Cette femme me semblait être une étrangère. Une femme pleine d'illusions. J'ai pris un chiffon doux, j'ai essuyé la poussière sur le verre, puis j'ai retourné le cadre et je l'ai posé délicatement dans le tiroir inférieur de la commode, face contre le bois. L'espace vide sur le mur était immense. Blanc. Propre. Ensuite, je suis montée au grenier. L'odeur de la poussière et du temps passé m'a saisie à la gorge. J'ai ouvert une vieille malle en osier. À l'intérieur, bien pliée et protégée par du papier de soie, il y avait tous les souvenirs de l'enfance de Marc. Son premier pyjama, minuscule. Ses cahiers d'école avec ses dessins d'enfants. Sa collection de petites voitures. J'avais tout gardé. Pour lui. Je pensais qu'un jour, il serait heureux de les montrer à ses propres enfants. Il n'était jamais monté au grenier. J'ai touché le petit ours en peluche élimé, celui qu'il ne quittait jamais. L'un de ses yeux en bouton était manquant. J'ai caressé sa fourrure usée. Je n'ai ressenti aucune tristesse. Juste une sorte de détachement, comme une archéologue découvrant les vestiges d'une civilisation disparue. J'ai refermé la malle. Je ne la jetterai pas. Mais je ne la garderai pas pour lui. Elle faisait partie de mon histoire, pas de la sienne. Le lendemain, j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis la mort de Robert. Je suis allée à la banque. Pas au petit guichet pour retirer de l'argent. J'ai demandé à voir le directeur. L'homme, jeune et un peu nerveux, m'a reçu dans son bureau vitré. L'odeur était stérile, une odeur de papier neuf et de désinfectant. J'ai sorti les documents de mon sac. La procuration que j'avais signée pour Marc il y a 5 ans. Il m'avait expliqué que c'était plus simple pour gérer les factures, au cas où, disait-il. Au cas où je deviendrais sénile, voulait-il dire. Au cas où je ne serais plus utile, pour gérer mes propres affaires. Monsieur, je souhaite révoquer cette procuration. Avec effet immédiat. Le directeur a cligné des yeux, surpris. Madame Garnier, vous êtes certaine? C'est une procédure. Je suis parfaitement certaine. Les yeux coupés doucement. Mon fils n'a plus besoin d'avoir accès à mes comptes. Je suis tout à fait capable de les gérer moi-même. Il n'a pas insisté. Il a vu la détermination dans mes yeux. Il a préparé les formulaires. Le clic de son stylo sur le papier était le seul son dans le bureau. J'ai signé. Mon nom, Hélène Garnier. Ma signature était un peu tremblante, mais lisible. Ferme. En sortant de la banque, j'ai eu l'impression d'être plus légère. J'avais repris une partie de moi-même. Une partie de mon autonomie. Le téléphone a sonné le soir même. C'était Marc. Son ton était irrité. Maman? J'ai reçu une notification de la banque. Tu as annulé ma procuration? Qu'est-ce qui te prend? Je suis restée silencieuse une seconde, rassemblant mes pensées. Bonjour, Marc. Oui, c'est exact. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. C'était pratique. Si tu as un problème, comment je fais pour t'aider? T'aider. Le mot sonnait faux. Controller, voulait-il dire. Je n'ai pas de problème, Marc. Et si j'en ai un, je t'appellerai. Je n'ai simplement plus besoin que tu aies accès à mes comptes. C'est mon argent. Je le gère. Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Il n'était pas habitué à ce que je lui tienne tête. J'avais toujours été accommodante. Conciliant. Maman, tu es bizarre depuis dimanche. Est-ce qu'Isabelle t'a dit quelque chose qui t'a vexé? Tu sais comment elle est. Il essayait de trouver un coupable. De transformer ma décision en une simple crise de susceptibilité. C'était plus facile pour lui que d'admettre la vérité. Isabelle n'a rien à voir là-dedans. C'est ma décision. Je te laisse, j'ai des choses à faire. Bonne soirée. Et j'ai raccroché. J'ai raccroché sur mon propre fils. L'acte était si radical, si étranger à ma nature, que j'ai dû m'asseoir. Mon cœur battait fort. Mais ce n'était pas de la peur. C'était de l'adrénaline. Le frisson de la liberté. Le jeudi est arrivé. J'ai choisi ma tenue avec soin.
Une jupe droite, un chemisier en soie, mon vieux manteau en laine que j'aimais tant. Je me suis coiffée, j'ai mis une touche de rouge à lèvres. Je n'allais pas à ce rendez-vous en victime. J'y allais en femme d'affaires. La présidente directrice générale de ma propre vie. Le bureau de Maître Dubois était cossu, rempli de livres reliés en cuir et de meubles en bois sombre. Il m'a accueilli avec une courtoisie un peu surannée. C'était un homme de mon âge, avec des yeux vifs et un sourire bienveillant. Madame Garnier. C'est un plaisir de vous revoir. Que puis-je faire pour vous? Je me suis assise dans le fauteuil en velours usé qui lui faisait face. J'ai posé mon sac sur mes genoux. Maître, je suis venu pour modifier mon testament. Entièrement. Il a hoché la tête, sans surprise. Il en avait vu d'autres. Il a sorti mon dossier. Actuellement, votre fils, Marc Garnier, est votre unique légataire universel. Vous souhaitez ajouter des dispositions? J'ai pris une profonde inspiration. Non. Je souhaite le retirer. Complètement. Le silence s'est installé dans le bureau. Seul le tic-tac d'une horloge sur le mur se faisait entendre. Maître Dubois m'a regardé par-dessus ses lunettes. Son expression n'était ni choquée, ni curieuse. Elle était professionnelle. Attentive. Je vois. Et à qui souhaitez-vous léguer vos biens? Je veux que tout soit vendu. La maison, les meubles, les bijoux. Et je veux que la totalité de la somme soit versée à une œuvre de charité. J'avais passé les 2 derniers jours à faire des recherches. J'avais trouvé une fondation qui aidait les jeunes femmes sans ressources à poursuivre des études supérieures. Des jeunes femmes qui voulaient être utiles, mais qui avaient besoin d'un coup de pouce. L'ironie me plaisait. Mon argent, l'argent d'une femme jugée inutile, allait servir à construire l'utilité des autres. Une utilité qu'elle choisirait elle-même. J'ai donné le nom de la fondation à Maître Dubois. Il l'a noté. C'est une décision importante, Madame Garnier. Êtes-vous absolument certaine? Votre fils est un héritier réservataire. Il aura droit à une part minimale de la succession, la loi l'exige. Je le sais, ai-je dit calmement. Faites en sorte que sa part soit la plus petite possible. Le strict minimum légal. Le reste, tout le reste, ira à la fondation. Il a continué à écrire, sa plume grattant doucement le papier. Très bien. Il y a une autre chose. Je veux que vous soyez mon exécuteur testamentaire. Je ne veux pas que mon fils ait à s'occuper de quoi que ce soit. Je veux qu'il apprenne la nouvelle par votre intermédiaire, après ma mort. Est-ce possible? Maître Dubois a relevé la tête. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de compassion dans son regard. C'est tout à fait possible. Et ce serait un honneur. Nous avons passé l'heure suivante à régler les détails. C'était technique, précis. J'ai répondu à toutes ces questions avec clarté. En sortant de son bureau, le soleil de l'après-midi m'a semblé plus brillant. L'air, plus léger. J'avais signé le Nouveau Testament. J'avais posé la dernière pierre de ma nouvelle vie. Ou plutôt, de ma nouvelle fin de vie. Une fin de vie qui m'appartenait. Les jours suivants ont été étrangement calmes. Je n'ai pas eu de nouvelles de Marc. Il boudait, sans doute. Ou peut-être était-il simplement trop occupé pour penser à sa vieille mère bizarre. Cela m'était égal. J'ai commencé un grand tri dans la maison. Je faisais des cartons. Un pour les choses à donner, un pour les choses à jeter, et un très petit pour les quelques souvenirs que je voulais garder avec moi. Le processus était lent, méthodique. Chaque objet que je touchais ravivait un souvenir. Je prenais le temps de l'honorer, puis de le laisser partir. C'était comme peler un oignon. J'enlevais les couches, une par une, pour arriver au cœur. À ce qui était essentiel. Un soir, alors que je triais de vieilles lettres, le téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Mamie? C'est Chloé. La voix de ma petite fille. La plus jeune. 20 ans. Une étudiante en art, un peu rebelle, avec qui j'avais toujours eu un lien particulier. Chloé, ma chérie. Comme je suis contente de t'entendre. Moi aussi, mamie. Dis, je ne sais pas trop ce qui se passe avec papa et maman, mais ils sont insupportables en ce moment. Ils n'arrêtent pas de dire que tu es devenue étrange. J'espère que tu vas bien. Cette sollicitude simple et directe m'a touché au cœur. Je vais très bien, ma puce. Mieux que jamais, en fait. Est-ce que je peux passer te voir? Juste nous deux? J'ai quelque chose à te montrer. Bien sûr, ma chérie. Quand tu veux. Elle est venue le samedi suivant. Elle portait un jean troué et un pull trop grand couvert de taches de peinture. Elle avait les yeux brillants et intelligents de son grand-père. Elle m'a tendu une grande toile enveloppée dans du papier craft.
C'est pour toi. Pour le mur vide dans le salon. J'ai déballé le cadeau. C'était un tableau abstrait, une explosion de couleurs chaudes, de jaune, d'orange, de rouge. C'était vibrant, plein d'énergie. C'était magnifique. Chloe. C'est. Je sais que tu as enlevé la photo de famille, a-t-elle dit doucement. Papa la mentionné. Il était furieux. Mais moi, j'ai compris. Alors j'ai pensé que tu aimerais quelque chose de joyeux pour la remplacer. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Les premières larmes depuis ce fameux dimanche. Des larmes de gratitude. Quelqu'un avait compris. Quelqu'un m'avait vu. Nous avons accroché le tableau ensemble. Il transformait la pièce. Il la remplissait de lumière et de vie. Nous avons bu du thé et mangé des biscuits que j'avais fait le matin même. Elle m'a parlé de ses cours, de ses rêves. Elle ne m'a posé aucune question sur mes bizarreries. Elle m'a simplement acceptée, telle que j'étais. Alors que le soleil commençait à décliner, j'ai pris une décision. Je lui ai raconté. Tout. Les mots que j'avais entendus. La décision froide qui avait suivi. Le notaire. Le testament. Je lui ai tout dit, d'une voix calme et factuelle. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment, en regardant le tableau. Puis elle s'est tournée vers moi, et ses yeux étaient pleins de larmes. Oh Mamie. Je suis tellement, tellement désolée. Elle n'a pas cherché d'excuses pour ses parents. Elle n'a pas essayé de minimiser la blessure. Elle a juste dit, c'est horrible. Il ne te mérite pas. Ces quelques mots ont été comme un baume sur une vieille blessure. La validation que j'attendais sans le savoir. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas une vieille femme acariâtre et sénile. J'étais une personne qui avait été blessée et qui avait décidé de se protéger. Tu as bien fait, a-t-elle ajouté avec une férocité qui m'a surprise. Tu as parfaitement bien fait. C'est ta vie. C'est ton argent. Ce jour-là, j'ai trouvé une alliée. Pas une héritière. Une alliée. C'était infiniment plus précieux. Les semaines qui ont suivi ont été remplies d'une activité nouvelle. J'ai contacté un agent immobilier. Un homme sympathique qui a regardé ma grande maison avec des yeux respectueux. C'est une belle propriété, Madame Garnier. Elle se vendra vite. L'idée de vendre la maison où j'avais vécu pendant 50 ans aurait dû me briser le cœur. Mais ce n'était pas le cas. Je ne vendais pas mes souvenirs. Je vendais des briques et du mortier. Je me libérais d'un poids. Le poids de l'entretien, de l'espace vide, du passé. J'ai commencé à chercher un appartement. Un petit 2 pièces dans un immeuble moderne, avec un balcon et une vue sur un parc. Je voulais quelque chose de simple, de facile à entretenir. Un endroit qui serait à moi, et seulement à moi. Un endroit sans fantôme. La nouvelle de la mise en vente de la maison a eu l'effet d'une bombe. Marc a débarqué un soir, sans prévenir. Il a sonné à la porte avec une insistance furieuse. Je l'ai regardé à travers le judas. Son visage était rouge de colère. À côté de lui, Isabelle avait l'air pincée et contrariée. J'ai ouvert la porte, en laissant la chaîne de sécurité en place. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? A-t-il aboyé. J'ai vu le panneau, à vendre, dans le jardin. Tu vends la maison ? Sans même nous en parler ? C'est la maison de notre famille. Notre famille. C'était intéressant de voir comment ce concept redevenait important quand le patrimoine était en jeu. C'est ma maison, Marc, ai-je répondu calmement. Et oui, je la vends. Mais où vas-tu aller ? A demandé Isabelle, avec une fausse note d'inquiétude dans la voix. J'ai deviné sa vraie pensée, où allons-nous te caser ? Je me suis trouvé un appartement. Ne vous inquiétez pas pour moi. On s'inquiète, bien sûr qu'on s'inquiète, a protesté Marc. Tu perds la tête, maman. D'abord l'histoire de la procuration, maintenant la maison. Qu'est-ce qui va suivre ? Tu vas donner tout ton argent à des inconnus ? Le silence qui a suivi sa question était lourd de sens. Son visage s'est décomposé. Il venait de comprendre. Il venait de comprendre que c'était exactement ce que j'avais l'intention de faire. Tu ne ferais pas ça, a-t-il murmuré, soudainement moins agressif. Presque suppliant. J'ai regardé mon fils. L'homme de 50 ans qui se tenait devant moi. Et pour la première fois, je ne l'ai pas vu comme mon enfant. Je l'ai vu comme un étranger. Un étranger avide et effrayé. Marc, ai-je dit, et ma voix était douce, presque triste. J'étais assise sur la terrasse, dimanche dernier. Près de la cuisine. J'ai tout entendu. Chaque mot. Le rouge de la colère a quitté son visage pour être remplacé par une pâleur blafarde. Isabelle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il n'avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire.
J'ai compris ce jour-là que je n'étais plus qu'une présence pour vous. Un fardeau. Alors j'ai décidé de vous alléger de ce fardeau. De toutes les manières possibles. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. A-t-il commencé, la voix faible. C'est exactement ce que tu voulais dire. Et c'est bien. J'ai accepté. Je prends mes dispositions en conséquence. Je vous souhaite une bonne soirée. J'ai refermé la porte. Dousement. Sans la claquer. Je n'étais pas en colère. J'étais juste. Fini. La conversation était terminée. La relation, telle qu'elle avait existé, était terminée. Je me suis appuyée contre la porte fermée, et j'ai respiré profondément. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni regret. Juste un profond soulagement. Le dernier lien était coupé. J'étais libre. La maison s'est vendue en moins d'un mois. J'ai signé les papiers chez le notaire, le même qui détenait mon testament. Il m'a adressé un petit sourire complice. Le déménagement a été une affaire simple. J'avais si peu de choses à emporter. Mes livres, mes disques, quelques vêtements. Le tableau de Chloé. Le fauteuil en velours de Robert. La petite théière en terre cuite. Le reste a été vendu ou donné. Mon nouvel appartement était lumineux et propre. Le silence n'était pas le même que dans la vieille maison. Ce n'était pas un silence chargé d'histoire et de fantômes. C'était un silence neuf, une toile vierge. Le son dominant n'était plus le tic-tac de l'horloge, mais le murmure lointain de la ville, le bruissement des feuilles dans le parc en contrebas. J'ai passé les premières semaines à m'installer. J'ai acheté de nouveaux meubles, légers et fonctionnels. J'ai rempli mes étagères de livres. J'ai installé une petite table et 2 chaises sur mon balcon. C'est là que je prenais mon petit déjeuner tous les matins, en regardant les gens promener leurs chiens dans le parc. Ma vie a pris un nouveau rythme. Un rythme lent, calme, régulier. Le rythme de mes propres désirs. Je me suis inscrite à la bibliothèque du quartier. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai commencé à faire du bénévolat, 2 matinées par semaine, pour lire des histoires aux enfants. Ils m'appelaient Mamie Hélène. Leurs yeux s'illuminaient quand j'arrivais. Pour eux, j'étais utile. Mais c'était une utilité que j'avais choisie. Une utilité qui me nourrissait au lieu de me vider. Chloé venait me voir toutes les semaines. Nous allions au musée, où nous restions simplement dans mon appartement à discuter pendant des heures. Elle ne me demandait jamais si j'avais des nouvelles de ses parents. Elle savait que non. Et elle respectait mon silence. J'ai reçu une lettre, 1 mois après mon déménagement. L'écriture de Marc sur l'enveloppe. J'ai hésité avant de l'ouvrir. Je l'ai posée sur la table de l'entrée et je l'ai laissée là pendant 3 jours. Je n'étais pas prête. Finalement, un matin, je l'ai ouverte. C'était une longue lettre. 4 pages. Il s'excusait. Il disait qu'il avait été un imbécile, un fils ingrat. Il disait qu'il avait peur, qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il me demandait de lui pardonner, de tout annuler, de revenir à la normale. J'ai lu la lettre 2 fois. C'était une belle lettre. Pleine de remords. Mais en la lisant, je n'ai rien ressenti. Les mots étaient justes, mais ils arrivaient trop tard. Il s'adressait à une femme qui n'existait plus. La femme qui aurait pleuré de joie en lisant ses excuses, la femme qui aurait tout pardonné sur le champ, elle était partie. Elle était restée dans la grande maison vide, avec les fantômes et les souvenirs. On ne peut pas revenir à la normale quand la normale était une illusion. On ne peut pas recoller les morceaux d'un vase quand on s'est rendu compte que le vase était fissuré depuis le début. Je n'ai pas répondu à la lettre. Pas tout de suite. Je l'ai pliée et je l'ai rangée dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, je lui répondrai. Peut-être qu'un jour, une nouvelle relation sera possible. Une relation basée sur l'honnêteté, et non sur le devoir ou la culpabilité. Mais ce sera à mes conditions. Selon mon propre calendrier. Ce soir, je suis assise sur mon balcon. La ville s'illumine en contrebas. Je bois une tasse de thé. Le tableau de Chloé est visible à travers la porte-fenêtre, ses couleurs chaudes rayonnent dans le salon. Je ne suis pas heureuse. Le bonheur est une émotion trop volatile, trop bruyante. Je suis en paix. C'est un sentiment plus profond, plus stable. Je repense à cette phrase. Tu ne sers plus à grand-chose. Ils avaient tort. Ils pensaient que mon utilité se mesurait à ce que je pouvais faire pour eux. Mais mon utilité, ma vraie valeur, elle est en moi. Elle est dans le plaisir que je prends à lire un bon livre. Elle est dans le sourire d'un enfant à qui je lis une histoire. Elle est dans le silence confortable que je partage avec ma petite fille. Elle est dans chaque respiration consciente que je prends. Je ne sers plus mes enfants. Yemessers. Moi. Et c'est amplement suffisant.
La fortune que mon mari m'a laissée ne sera pas un héritage qui perpétuera l'amertume et le ressentiment. Elle sera un tremplin. Un cadeau fait à des inconnus, un acte de foi dans l'avenir. Le vent se lève. Il fait un peu frais. Je vais rentrer. Je vais me préparer un dîner léger, écouter un peu de musique. Demain, c'est mon tour de choisir le livre pour le club de lecture. J'ai pensé à un roman qui parle d'une femme qui réinvente sa vie. Cela me semble approprié. Mon nom est Hélène Garnier. J'ai 78 ans. Et ma vie ne fait que commencer.